Bonjour. Après avoir traité la première phase liée à l'appréciation des risques par l'auditeur et la deuxième phase consacrée aux réponses de l'auditeur à son appréciation des risques, la troisième phase et la dernière dans une mission d'audit porte sur l'achèvement de l'audit, la formation de l'opinion et l'émission du rapport écrit d'audit. Dans cette phase, l'auditeur procède également à la discussion du pré-rapport avec la direction et utilise certaines procédures pour identifier les éléments probants relatifs à la post-clôture, aux événements post-clôture, c'est-à-dire les événements dont l'auditeur prend connaissance entre la date de clôture des comptes et la date du rapport de l'auditeur. Bien. Pour ce qui est de l'objectif de l'auditeur, bien des objectifs de dans cette dernière phase, il y a d'abord le premier objectif, c'est se former une opinion sur les états financiers à partir d'une évaluation des conclusions tirées des éléments probants obtenus. Et le deuxième objectif, c'est exprimer clairement cette opinion dans un rapport écrit qui en explique le fondement. Bien. La forme de l'opinion exprimée par l'auditeur, il sera bien sûr fonction du référentiel d'information financière applicable, ainsi que des textes légaux ou réglementaires applicables. Et là, je donne un exemple. Dans le cas de l'audit comptable et financier tel qu'il est pratiqué au Maroc, le référentiel comptable d'audit est obligatoire et ce référentiel est évidemment le Code général de normalisation comptable ainsi que les exigences de la loi 1795 sur la société anonyme. Mais il peut s'agir du référentiel IFRS. Les IFRS, donc, c'est pour l'audit des états financiers consolidés. Donc, on peut dire que l'adoption d'un référentiel comptable dépend du cas. Est-ce que c'est les comptes consolidés ou les comptes individuels? Et évidemment, comme nous avons déjà souligné dans les premières vidéos, ce référentiel repose sur le principe de la sincérité et la régularité des opérations comptables, ainsi que sur l'exigence de l'image fidèle des comptes. Voilà, dans cette phase, donc on va traiter 3 points essentiels. Donc on va commencer par quelques remarques préliminaires d'ordre pratique concernant le rapport d'audit. Au deuxième lieu, nous avons traité les caractéristiques de forme et de fond pour l'établissement du rapport d'audit. Pour terminer avec une analyse de l'évaluation des événements post-clôture par l'auditeur. Alors pour les remarques, la première remarque c'est concernant le rapport et que le rapport d'audit est un rapport écrit. C'est un rapport qui peut être délivré aux dirigeants de la société, soit sur format papier, soit sur support électronique. Donc support papier ou support numérique. Deuxième remarque, c'est que le rapport du commissaire aux comptes, y compris bien sûr son opinion, accompagné des états financiers, ce rapport et ces états financiers, ils doivent être déposés au tribunal du commerce relevant du territoire dans lequel s'exerce l'activité de la société auditée. Et bien sûr, tous les tiers, qu'ils soient actionnaires, banques, fournisseurs, clients et j'en passe, tous ces tiers-là ont donc le droit de se procurer une copie. Troisième remarque importante, il faut retenir, c'est que l'approbation des comptes par l'Assemblée générale
de la société, cas d'une société anonyme par exemple, cette approbation des comptes se fait sur la base de l'existence du rapport de l'auditeur. Donc, il n'y aura pas d'assemblée générale sans rapport du commissaire aux comptes. Et la quatrième remarque, c'est que l'évaluation des états financiers peut être faite par l'auditeur par rapport à un référentiel ou bien à deux référentiels pris individuellement. Par exemple, on peut faire une mission d'audit des états financiers selon le référentiel national, Code général de normalisation comptable et exigences de la loi 1795 sur la société anonyme, et également selon les normes internationales d'audit. Cinquième remarque, c'est que dans le cas d'un audit effectué par l'auditeur, suivant deux référentiels, l'auditeur, il exprime deux opinions. Une opinion selon laquelle les états financiers ont été préparés conformément à l'un des référentiels d'information financière applicables, par exemple le référentiel national, et une autre opinion selon laquelle les états financiers ont été préparés conformément à l'autre référentiel, par exemple normes internationales d'audit. Alors ces deux opinions peuvent être présentées séparément dans une seule et même phrase. Par exemple, les états financiers donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle conformément aux principes comptables généralement reconnus par le Maroc et conformément aussi aux normes internationales d'information financière. Et la dernière remarque, pour terminer ce premier point, si les états financiers sont conformes à un seul des deux référentiels, l'auditeur peut exprimer une opinion non modifiée indiquant que les états financiers ont été préparés conformément à ce référentiel, par exemple CGNC, mais il exprime une opinion modifiée, c'est-à-dire avec réserve, en ce qui concerne l'autre référentiel, par exemple les normes internationales d'information financière, conformément bien sûr à la norme ISA 705. Si vous voulez plus de détails sur cette question de la diversité des référentiels, je vous invite à conférer la norme internationale ISA 705. Ça, c'est pour le premier point. Deuxième point, c'est les caractéristiques de forme et de fond pour l'établissement d'un rapport d'audit. Alors, je vais essayer de les dispatcher en trois points importants. Premièrement, la formation de l'opinion de l'auditeur sur les états financiers. Deuxièmement, la forme de l'opinion. Et le troisième et le dernier point, c'est le contenu du rapport de l'auditeur. Alors, premièrement, concernant la formation de l'opinion de l'auditeur sur les états financiers, l'auditeur doit se former une opinion sur la conformité des états financiers dans tous leurs aspects significatifs avec le référentiel d'information financière applicable. Et d'après les normes ISA 700, pour se former cette opinion, l'auditeur doit déterminer s'il a acquis l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que ces anomalies résultent de fraude ou d'erreur. Et bien sûr, à cette fin-là, il doit tenir compte de sa conclusion sur le caractère suffisant et approprié des éléments probants et de sa conclusion aussi sur le caractère significatif ou non des anomalies non corrigées pris individuellement ou collectivement. Deuxième idée importante, c'est que l'auditeur doit évaluer si les états financiers ont été préparés dans tous leurs aspects significatifs
conformément aux exigences du référentiel d'information financière applicable, c'est-à-dire conformément au Code général de normalisation comptable. Et l'auditeur doit notamment évaluer si les états financiers fournissent des informations adéquates sur les principales méthodes comptables retenues et suivies, doit aussi évaluer si les méthodes comptables retenues et suivies sont conformes au référentiel comptable, au CGNC, évaluer si les estimations comptables faites par la direction sont raisonnables, évaluer si les informations présentées dans les états financiers sont pertinentes, fiables, comparables, etc. etc. Également, étant donné que les états financiers sont préparés conformément à un référentiel qui repose sur le principe de l'image fidèle, l'auditeur doit examiner la présentation d'ensemble des états financiers, doit examiner leur structure et leur contenu. L'auditeur doit se demander si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. Concernant le deuxième point, la forme de l'opinion, selon la norme ISA 200, l'opinion exprimée par l'auditeur indique si les états financiers ont été préparés dans tous leurs aspects, significatifs, conformément au référentiel d'information financière applicable. C'est-à-dire, dans le cas de l'audit comptable pratiqué au Maroc, l'opinion exprimée indique si les états financiers sont préparés conformément au Code général de normalisation comptable. Il existe deux types d'opinions, comme vous le savez. Le premier cas, l'auditeur doit exprimer une opinion non modifiée lorsqu'il conclut que les états financiers ont été préparés dans tous leurs aspects significatifs conformément au référentiel d'information financière applicable. Le deuxième cas, si l'auditeur, je dis bien, ou bien conclut qu'à la lumière des éléments probants obtenus, recueillis, s'il conclut que les états financiers ne sont pas exempts d'anomalies significatives, c'est-à-dire comportent des anomalies significatives, ou bien si l'auditeur n'est pas en mesure, n'est pas capable d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés, lui permettant de conclure que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. S'il n'est pas capable d'obtenir ces éléments probants, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit exprimer une opinion modifiée dans son rapport conformément à la norme ISA 705. Et je termine avec le troisième élément, c'est le rapport de l'auditeur. Et ce qui m'intéresse le plus, de manière générale, c'est comment se présente ce rapport de l'auditeur, quels sont les éléments qui doivent figurer sur ce rapport. Alors le rapport de l'auditeur, comme j'ai dit tout à l'heure, est un rapport qui doit prendre la forme écrite. Le rapport de l'auditeur pour un audit réalisé selon les normes internationales d'audit devrait comporter au moins 7 paragraphes importants. Je cite, premier paragraphe, le titre. Deuxième paragraphe, le destinataire. Troisième paragraphe, une introduction. Quatrième paragraphe, responsabilité de la direction sur les états financiers. Cinquième paragraphe, responsabilité de l'auditeur. Sixième paragraphe, opinion de l'auditeur. Et dernier paragraphe, la signature de l'auditeur, la date du rapport et l'adresse de l'auditeur. Bien.
Il y a aussi, avant de terminer, concernant le contenu du rapport, vous allez le voir certainement dans le support PowerPoint. Je dois aussi dire un mot par rapport aux événements post-clôture. Et les événements post-clôture, comme vous le savez, ce sont les événements qui surviennent entre la date de clôture, par exemple 31, date de clôture 31 décembre N, et la date du rapport de l'auditeur, c'est-à-dire la date de la remise du rapport aux dirigeants, à la direction, ou bien aux autorités de gouvernance. Ce sont des événements postérieurs, ainsi que des faits dont l'auditeur prend connaissance après la date de son rapport. Ça, c'est ce qu'on appelle les événements post-clôture. La date de clôture, donc je dois préciser que la date de clôture signifie la date à la fin de la fin de la période la plus récente couverte par les états financiers. Et la date du rapport de l'auditeur, c'est la date que porte le rapport de l'auditeur sur les états financiers. Et ce qui est très important à souligner en matière des événements postérieurs à la clôture ou post-clôture, c'est que les objectifs de l'auditeur sont de deux natures. Premièrement, d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés, confirmant si les événements survenus entre la date de clôture et la date de son rapport et devant donner lieu à un ajustement des états financiers ont fait ou non l'objet d'un traitement approprié, d'un ajustement approprié dans les états financiers. C'est-à-dire, l'objectif pour l'auditeur est de s'assurer que les événements qui se sont survenus après la date de clôture ont été intégrés dans la comptabilité de la société auditée. Deuxièmement, l'objectif pour l'auditeur, c'est de répondre de façon appropriée aux faits dont il a pris connaissance après la date de son rapport aussi, et qui, s'ils avaient été connus de lui à la date de son rapport, auraient pu le conduire à modifier son rapport. Et je dois donner deux types de ces événements. Des événements d'abord survenus entre la date de clôture et la date du rapport de l'auditeur, 1, et 2, des faits ou bien des événements dont l'auditeur prend connaissance entre la date de son rapport et la date de publication des états financiers. La date de publication des états financiers, c'est la date à laquelle le rapport de l'auditeur et les états financiers audités sont mis à la disposition du tiers par les différents moyens possibles. Bien, pour le premier point, événement survenu entre la date de clôture et la date du rapport de l'auditeur, dans ce premier cas, l'auditeur est tenu d'utiliser certaines procédures d'audit conçues pour obtenir des éléments probants attestant qu'ont été identifiés tous les événements postérieurs à la clôture. Donc l'auditeur, selon la norme ISA 560, il est tenu d'utiliser un certain nombre de techniques, d'accord, pour obtenir des éléments probants concernant l'identification des événements postérieurs. Donc, pour identifier ces événements post-clôture, l'auditeur doit, par exemple, faire auprès de la direction des demandes d'information, comme nous avons déjà souligné dans la phase 2, concernant la technique qui fait partie des tests de détail, la demande d'information, on l'a déjà expliqué. Et donc, cette demande d'information est utilisée aussi pour vérifier l'existence des événements postérieurs à la clôture. Et bien sûr, ces événements postérieurs à la clôture sont susceptibles d'avoir des incidences sur les états financiers. Et deuxièmement, parmi aussi les procédures qu'il faut suivre, c'est lire les PV des assemblées
général et les PV des réunions de la direction et des responsables de la gouvernance tenus après la date de clôture. L'auditeur doit prendre connaissance des derniers états financiers intermédiaires de l'entité établie postérieure à la date de clôture. Parce qu'il peut y avoir des états financiers à la clôture de l'exercice qui peuvent être modifiés, d'accord, après la clôture. Donc l'auditeur, il doit voir s'il n'y a pas d'autres états financiers intermédiaires qui sont établis après la date de clôture. Il doit aussi les revoir. Et l'auditeur, c'est très important, il doit demander à la direction de lui fournir une déclaration écrite confirmant que tous les événements survenus après la date de clôture ont fait l'objet d'un traitement requis. Bien sûr, les différents cas, si vous voulez approfondir un petit peu, les différents cas possibles qui nécessitent de la part de l'auditeur, qui nécessitent de demander à la direction des déclarations écrites sont consignés dans la norme ISA 580. Vous pouvez lire davantage cette norme. Alors, deuxième cas, deuxième type d'événement postérieur à la clôture, c'est les faits ou bien les événements dont l'auditeur prend connaissance entre la date de son rapport et la date de publication des états financiers ou carrément après la date de publication. Et dans ce cas, l'auditeur, sa stratégie, c'est qu'il n'est pas obligé de mettre en œuvre des procédures d'audit comparativement au premier cas, là où l'auditeur est obligé de mettre en place des procédures d'audit pour voir s'il n'y a pas d'événements postérieurs, pour identifier les différents événements postérieurs à la clôture. Après la date de son rapport et après la date de publication des états financiers auprès des tiers, l'auditeur n'est pas tenu de mettre en œuvre des procédures d'audit se rapportant aux états financiers après ces dates-là. Mais si jamais l'auditeur prend connaissance après la date de son rapport, mais avant la date de publication des états financiers, qu'il y a un fait, un événement qui, s'il avait été connu par l'auditeur à la date de son rapport, ce fait aurait pu le conduire à modifier